Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le SmackDown Recap de cette semaine. Bienvenue à tous les nouveaux Sturymaniacs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à penser à vous abonner à la chaîne C'est ça le catch, à regarder les vidéos. Un grand merci à vous. J'en profite pour souhaiter un immense merci à Rivenzi qui m'a accueilli jeudi dernier sur sa chaîne Twitch pour parler de catch. Et on a parlé de catch pendant plus de 3h30 et c'était incroyable. J'ai commenté des compétitions d'e-sport aussi parce que j'ai adoré entendre Christophe Ajus et Philippe Thiraud commenter. Et c'était pas du commentaire sportif, mais... Ça va leur faire plaisir. Ça va leur faire plaisir. Énormément de bienveillance entre les fans de catch plus aguerris et les moins connaisseurs, même ceux qui étaient totalement novices et qui découvraient la discipline à travers nos échanges. Est-ce là le début des tant attendues portes interdites? Eh bien, la réponse peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. On sait jamais. Un brin d'actualité avant de se lancer dans ce SmackDown Recap, vous n'êtes pas sans savoir que Stephanie McMahon a annoncé quitter WWE provisoirement. Elle quitte pas ses responsabilités définitivement, elle s'absente pour raisons familiales, des raisons qui, visiblement, selon le Wrestling Observer, ne concernent pas son mari Triple H, qui visiblement, lui, est revenu à temps plein pour s'occuper de ses responsabilités de chef de recrutement du programme Next in Line. Une décision, cela dit, qui a surpris pas mal de monde en interne, on ne sait pas pour combien de temps Stephanie McMahon va s'absenter, mais nous savons que c'est nul autre que Monsieur Nick Khan, Monsieur Khan, qui va reprendre ses fonctions en attendant. Monsieur Khan. Et l'autre grosse actualité qui sera même une des clés abordées lors de cet épisode de SmackDown, c'est l'incident autour de Naomi et Sasha Banks, bah oui, désormais ex-championnes par équipe de la division féminine, qui ont été pour une durée indéterminée suspendues par la WWE, on en reparle lors de ce recap, puisque comme je vous l'ai dit, bah, la situation a été abordée publiquement lors de cet épisode de SmackDown. Épisode de SmackDown numéro 1187, comme ça vous dormirez moins bête. Dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mai 2022, depuis Grand Rapids dans le Michigan, un épisode de SmackDown qui s'est principalement construit autour de la grosse hype et de ce main event, le combat d'unification des championnats par équipe entre Randy Orton, Riddle d'un côté et les Usos de l'autre. Ce combat qui nous avait été retiré de WrestleMania Backlash verra-t-il un vainqueur se profiler à l'horizon? Et ben la réponse en fin d'épisode et oui, il y a une équipe qui a unifié les deux championnats. Évidemment, cet épisode va s'ouvrir avec un très beau clip récapitulant tous les faits saillants entre les deux équipes, leur rivalité, et puis aussi ils vont beaucoup insister pour nous rappeler que ce soir, dans le main event, voilà, championnat d'unification, je vais éviter le running gag parce qu'on en a bouffé à toutes les sauces pendant tout l'épisode pour rester bien jusqu'à la fin de la deuxième heure. D'ailleurs, on perd pas de temps, on a changé le t-shirt de la CGI de Roman Reigns puisque toute la Bloodline fait son entrée. On nous remonte le coup de genou de la semaine dernière de Riddle porté sur Roman Reigns, un coup de genou qu'il a pas forcément bien digéré. Les représailles seront-elles inévitables? Et ben on va pas le découvrir tout de suite lors de la promo de Roman Reigns de Paul Heyman puisque ce soir c'est historique, on va pas seulement acknowledger le chef de la tribu, on va tout simplement acknowledger la Bloodline. Paul Heyman va nous sortir que ce soir les Usos vont devenir les premiers champions unifiés de Raw et de SmackDown par équipe. Ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Immense discours de motivation de la part de Roman Reigns pour que les Usos ne le déçoivent pas ce soir. Roman Reigns est toujours ultra charismatique, bien évidemment, il y avait personne d'autre que lui pour l'idée un tel mouvement. Cela dit, pas plus de choses à se mettre sous la dent si ce n'est que la réaction un peu démesurée de Sami Zayn qui découvre ces images sur l'écran géant. Il arbore son t-shirt de la Bloodline, il est très fier de penser appartenir à ce mouvement. Mais là tout de suite, il se prépare pour le premier combat de la soirée qui va l'opposer à Shinsuke Nakamura, un combat qu'on a déjà vu en effet plein de fois, et c'est cela dit le bon match de catch pour ouvrir cet épisode de SmackDown qui va durer un peu plus de 10 minutes, où Nakamura a montré un peu plus de bonnes choses qu'à l'habitude avec un Sami Zayn qui a pas peur d'encaisser les incroyables coups de pied du catcheur japonais, une fan match où Sami Zayn va essayer d'obtenir une victoire par décompte à l'extérieur comme il nous l'a habitué ces dernières semaines, Nakamura va réussir à revenir avant le compte de 10, puis Nakamura va tenter la même opération contre Sami Zayn qui lui aussi va revenir tout pile poil avant ce compte de 10, mais va immédiatement se manger un gros Kinshasa pour la victoire du roi du Strong Style. Le momentum de Nakamura reprend quelques couleurs, mais quelle sera la destination pour le catcheur nippon? La Bloodline ou finalement revenir à ce qu'il était avant d'être en équipe, à savoir la mid-card et pour beaucoup malheureusement l'ennui. On nous remonte le cruel assaut porté par Happy Corbin à l'égard de son ancien meilleur ami Madcap Moss. C'était la semaine dernière, c'était l'occasion de write off Madcap Moss quelques temps pour rafraîchir son personnage, on en avait bien conscience. Un long Happy Talk où Happy Corbin il comprend bien les codes, il va nous remontrer encore une fois les assauts, il a été poursuivi, attention, il a mangé une amende pour ça, parce que moi je me dis il est en liberté après avoir tenté de tuer quelqu'un, mais l'argent n'est pas un problème, il compare son action à une œuvre d'art, et plus l'œuvre d'art est belle, plus elle coûte cher. Il déplore avoir payé des restaurants
restaurants, des jets privés pour Madcap Moss, tout simplement pour qu'il le divertisse, et voilà, hein, en contrepartie, il a un petit peu de succès, bah il oublie les copains. Le fond est pas mauvais, la delivery est pas excellente, ça a jamais été le meilleur exercice pour Happy Corbin, et puis même le personnage d'Happy Corbin, à un moment donné, est-ce qu'il est pas en train de s'essouffler? Ceci dit, pour passer pour un immense bâtard, un immense méchant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le trophée d'André le Géant, il va le détruire! Quoi? Attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez le trophée d'André le Géant le lendemain de son anniversaire? Ça se fait pas, ça. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus jamais de bataille royale à la mémoire d'André le Géant? Est-ce qu'on va enfin laisser la mémoire de cet homme tranquille? Peut-être merci à Happy Corbin. On nous remonte l'interaction de la semaine passée entre Drew Gulak et Ricochet qui a conduit à ce que Drew Gulak se fasse atomiser d'anatémie dans les coulisses par Gunther. Et ben cette semaine, on refait le match. Gunther contre Drew Gulak, c'était moins divertissant que la dernière fois, mais par contre c'est toujours le même résultat, hein. C'est Gunther qui déroule, Drew Gulak qui ne fait rien. 1 minute de combat, powerbomb emballé, c'est pesé. À la fin du combat, Gunther a continué d'attaquer Drew Gulak et Ricochet est venu faire le save. Comme ça on a eu un face-off à distance entre Gunther d'un côté, Ricochet de l'autre, et Gunther va probablement se diriger, et on l'espère tous, vers le championnat intercontinental. Adam Pearce backstage, on sait pas ce qu'il foutait, mais il a été dérangé par le nouveau venu du côté de SmackDown en provenance de NXT. L'ancien Eli Drake qui est devenu LA Knight est désormais renommé Max Dupri. D'ailleurs, il insiste hein, sur la prononciation de son truc, c'est un petit peu à la française, Max Dupri. Bon, ça fera pas un aussi bon running gag qu'avec Butch. Autant arrêter là tout de suite. Alors Max Dupri, en fait, il explique qu'il est désormais un agent de talent, et lui, les talents qu'il recrute, c'est des gens très fashion, hein, très... Oulala. Que Adam Pearce, il était pas vraiment au courant de qui était le bonhomme, et lui, il a dit, bah oui, si, j'ai négocié, tu vois, j'ai signé un contrat grâce à Sonya Deville. Bah, Sonya Deville, elle a été démise de ses fonctions. Oui, mais c'était avant, donc je suis obligé désormais d'être du côté de SmackDown, de performer ici, et puis après, on le verra plus, tu vois, ils se sont un petit peu bataillés sur la prononciation de Max Dupri. Ah ouais, c'est vraiment pas un bon running gag. Hein. Et puis on sera curieux, ou peut-être qu'on sera dans le malaise, on découvrira ça dans les semaines à venir, parce qu'après on le verra plus. On nous remonte les exploits la semaine dernière de Raquel Rodriguez qui a perdu contre Ronda Rousey, mais on parle d'exploit parce qu'attention, elle a été combative, elle était peut-être pas passée loin de battre l'actuelle championne de SmackDown qui n'est pas là ce soir, mais Raquel Rodriguez est bien présente ce soir et a envie d'essuyer ses pieds sur l'immense somme de Shotzi Blackheart qui était backstage en pleine discussion avec Alia sur oui on m'a bousculé, ça aurait dû être moi qui faisais l'Open Challenge, tu m'as enfermé dans le placard à balai. Raquel elle est arrivée, elle a fait écoute t'as un problème avec moi, viens on va régler ça dans le ring. Et on est parti 2 minutes 46, Shotzi a pas été d'une immense opposition pour Raquel Rodriguez qui a remporté la victoire de manière très convaincante et qui augmente un petit peu voilà son momentum pour venir se hisser, on ne sait pas exactement dans quel rôle, à quelle place dans cette division bleue. Il n'y a pas de compétition définie d'ailleurs pour l'actuelle championne Ronda Rousey qui devrait peut-être manquer Hell in a Cell parce que pour l'instant bah le pay-per-view ça approche et on n'a toujours pas de plan véritablement établi et défini. Xavier Woods n'est plus roi, parce que même quand il va faire son entrée au ring, on lui a retiré sa musique d'entrée de roi, il a même plus de couronne, donc il est apparemment redevenu Xavier Woods. Et lui aussi, il a le seum suite à la défaite la semaine dernière de son copain Kofi Kingston, qui est absent ce soir, aux mains et au détriment de celui qui est la flèche montante du côté de SmackDown. Je parle, bien évidemment, de Butch. Voilà, ça c'est un bon running gag, ça les gens aiment. Butch. Mais ce soir, Xavier Woods, il va dire à Butch que s'il a les balls, il vient sans ses copains, sans Sheamus et sans Ridge Holland, et il vient l'affronter en 1 contre 1, et on règle ça à la loyale. Quelle bonne idée si on est parti pour donner un semblant de Butch à Push. Ah, c'est l'inverse, de Push à Butch. Eh ben, donnez-lui une victoire compétitive contre Xavier Woods, comme ça on n'en parle plus, on passe peut-être à autre chose. Eh ben, pas du tout. Même si Butch il régale toujours dans le ring, il a ce côté très agressif, il a cette manière de manipuler les bras, de tordre et tout, c'est toujours aussi cool à regarder, c'est toujours du très bon catch. Xavier Woods a fait des bons comebacks, attention, mais bon, ça s'est terminé comment à ton avis? Bah oui! Welcome to the War Zone. Ah bah oui, bah Butch il est pas content, hein. Il a la défaite mauvaise, il est parti dans le public, il est revenu par derrière attaquer Xavier Woods sur la rampe d'entrée, il a célébré avec ses copains. Et d'ailleurs le clan a un petit nom, voilà, il s'appelle les Brawling Brutes, les Brutes, avec Butch, Brawling Brutes. On a retrouvé Xavier Woods en interview avec Megan Moran qui était pas d'humeur, hein, il était pas jouasse, il en a marre d'être pris sur des 3v1, des 3v2, la semaine prochaine Kofi Kingston revient et ils ont trouvé un allié de circonstance pour épauler ce qui reste du New Day et aller affronter Sheamus, Ridge Holland, fils de François et Butch en 3 contre 3. Mais qui va être le 3e membre? Bah allez-y, pronostiquez, dites-moi dans les commentaires qui va faire ce retour. Drew McIntyre?
On est juste avant le main event et c'est à ce moment que Michael Cole va nous faire cette incroyable annonce à la table des commentateurs. Sasha Banks et Naomi ont été suspendus par la WWE et les titres de championne par équipe sont rendus vacants. Ajoutant que leurs actions de lundi dernier ont déçu des millions de fans de la WWE et leurs collègues superstars. Ah ouais, quand même. Pour conclure sur un magnifique, elles nous ont tous abandonnés. Oh les vilaines. Oh, c'est pas bien. Alors en plus de ce qu'il y avait déjà à savoir sur l'histoire dont je vous ai fait part mardi dernier lors du Raw Recap, les Dirt Sheets nous ont révélé que et Naomi et Sasha Banks seraient toutes les deux à 2 mois de la fin de leur contrat à la WWE et qu'au vu de la situation plutôt tendue, peut-être pas sûr qu'elle re-signe. Restée très discrète depuis l'incident, on pourra noter que de son côté, Naomi a supprimé ses mentions WWE de sa bio Twitter, et que les responsables WWE de leur côté ont supprimé tout le merchandising du WWE Shop à l'effigie des désormais anciennes championnes par équipe. Elles ont été retirées du générique télé. Et oui, on a enlevé Sasha Banks, on a mis Cody, et très joli Cody. Ils ont également supprimé leur page Facebook affiliée, mais attention, elles sont toujours présentes dans la section Superstar comme actives sur le www.com. Ringside News souligne aussi que l'avis en coulisses accuse Sasha Banks d'avoir entraîné Naomi avec elle dans ce conflit, ce que pressent également Cameron, l'ex-partenaire de Naomi, dans les Funky Da Tills. Pour l'instant, c'est encore très délicat d'y voir clair dans cette situation parce que je lis vos commentaires, je sais que certains pensent encore une fois que c'est un war, que certains se disent non, là c'est quand même quelque chose d'assez huge. WWE n'avait pas manqué de flinguer Steve Austin à l'écran, il y a même une promo de The Rock qui avait dit il a qu'à prendre son baluchon et se barrer, et moi je resterai à la WWE jusqu'à la vie parce que c'est ma maison. Voilà. The Rock, il est parti 2 mois plus tard pour le cinéma, il est revenu pour faire Hollywood Rock, enfin bref. Les deux histoires sont très difficilement comparables, mais je suis pas surpris que WWE fasse état publiquement de cette situation, qu'elle soit kayfabe ou pas kayfabe. Et pour le coup, elle s'apparente à une histoire qui n'est pas kayfabe du tout. Le main event qui va occuper une grosse partie du temps d'antenne parce qu'on a donné de longues entrées, c'est pas véritablement le combat qui va être le plus long parce que lui il va durer à peine plus de 10 minutes. RK-Bro fait son entrée, évidemment les classiques, les serpents, les claquettes, les merlus qui font leur retour, on est toujours ravis de voir les merlus. Voilà, sauter. C'est très beau les merlus. Les Usos sont dans la place, l'ambiance est particulièrement électrique parce que oui, on s'apprête à vivre l'histoire. Au vu de l'importance historique de ce combat, je m'étais dit tiens, c'est peut-être le bon moment de changer un petit peu la routine habituelle des combats de RK-Bro avec, comme vous le savez, les incroyables hot tags de Randy Orton qui sont sensiblement toujours les mêmes. Et cette dynamique, elle est restée exactement la même. On a juste mis un peu plus de drama sur Riddle qui, pendant sa phase de hit, va se heurter très durement au coin du ring, ce qui va provoquer l'intervention de l'un des médecins pour s'assurer qu'il est toujours cleared et apte à pouvoir poursuivre le combat. On est parti à la pub, retour de pub, c'est toujours, la séquence de Marave, la grosse hit sur Riddle pour amener le hot tag historique de Randy Orton, et le hot tag a eu lieu, et là, autant le faire en chanson, tiens. Aïe! Est-ce que vous êtes prêts pour la salsa? Randy Orton. Clothesline, power slam, DDT. Clothesline, power slam, DDT. Clothesline, power slam. Et ouais, fois 2. Clothesline, power slam, DDT. RKO, c'est contré. RKO, dégagé. RKO, c'est contré. RKO, fais dodo. Randy Orton, la salsa, c'est toujours la même histoire, tu verras. Randy Orton, la salsa, less mort, il est le roi. Voilà, c'est la même. C'était clothesline, power slam, 2 fois parce qu'ils sont 2 les Usos. DDT, RKO, le tombé a été brisé. Randy Orton a pris un super kick et on l'a pas revu de la fin du match. Donc Riddle, livré à lui-même, va tenter tant bien que mal de résister à l'assaut des 2 Usos et va finalement s'incliner à cause de Roman Reigns, qui arrivait en filou pour faire trébucher Riddle qui était posté sur la 3ème corde. Il voulait faire un RKO depuis la 3ème corde, ça aurait été magnifique, mais non, ça ne se fera pas. L'arbitre n'a rien vu et les Usos en ont profité pour remporter la victoire et unifier les championnats par équipe, ce qui rend la Bloodline très très forte. Et puis en plus de ça, ils sont très forts et très vicieux, très méchants. Ils vont continuer d'attaquer Randy Orton et Riddle avec des escaliers d'acier, avec un Roman Reigns déchaîné. Voilà, je disais, il y a des répercussions quant au coup de genou de la semaine passée de Riddle. D'ailleurs, les plans de WWE annoncés par les Dirt Sheets pour les gros événements à venir, à savoir Roman Reigns contre Riddle à Money in the Bank, Roman Reigns contre Randy Orton à SummerSlam, pour finir sur le Roman Reigns McIntyre prévu pour Cardiff. Et écoutez, ça en prend la direction et c'est, oui, bien amené. Il y a les enfants qui pleurent.
Mais ils ont fait des plans sur des enfants qui pleurent. Mais non, mais maman, mais pourquoi tu m'empêches d'entendre tout l'amour pour le chef tribal? Vous avez des enfants en pleurs chez vous? Et dites-moi, parce que je sais, il y a des parents qui regardent même mes vidéos avec leurs enfants et tout, qui regardent le catch. Vos enfants, ils pleurent quand ils voient le chef tribal? Non? Si, ils pleurent, il est vraiment méchant? Vous trouvez qu'ils sont méchants? Ils sont méchants? Apparemment, c'est des méchants. Donc la Bloodline, ils ont plein de ceintures, je sais pas comment ça va se passer, Paul Heyman, comment il va porter tout ça, mais bref. Et c'est la fin de cet épisode qui était ok, qui était correct, qui était, comme vous l'avez compris, très axé sur ce main event historique. Y aura-t-il une revanche dans la cage pour Hell in a Cell? Ça, on le découvrira dans les semaines à venir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de semaine, un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour l'Euro Recap, et également sur twitch.tv/Tuerie316. Suivez-moi sur Twitter, au moins vous raterez rien des lives impromptus qui pop de je ne sais où. Je vous fais des gros bisous, et tout le monde reste fort, même la salsa. C'était Sturie. Ciao, bye bye.